Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode que nous allons consacrer à l'intelligence artificielle dans les métiers de l'expertise comptable. Et pour cet épisode, je suis ravie de recevoir John Rocher. Bonjour John. Bonjour Marine. Écoute, je suis ravie de t'avoir, c'est un vrai plaisir. John, tu es conférencier en intelligence artificielle. On a eu le plaisir de t'avoir le 4 juillet 2024 à notre journée d'échange à Paris avec le CEG. C'était passionnant, on avait même dîné ensemble la veille, donc on avait bien pu traiter de ce sujet, toi et moi. Voilà, on va directement commencer peut-être par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi parles-tu de ce sujet d'intelligence artificielle ? Alors, je suis John Rocher et effectivement, je suis un serial entrepreneur. J'ai fait plusieurs entreprises, 2 dans la data, dans la donnée, et la dernière entreprise dans l'intelligence artificielle. Donc, ça fait environ 18 ans maintenant que je travaille dans l'intelligence artificielle. Et effectivement, après avoir vendu ma société, je suis devenu conférencier en intelligence artificielle, mais je parle d'expérience, je parle de vécu. Un point supplémentaire pour nos collègues experts comptables, j'ai effectivement un diplôme d'expert comptable et donc j'ai étudié, mais il y a très longtemps, l'expertise comptable, mais au moins je comprends le métier et donc je fais le lien entre le métier d'expert comptable et l'intelligence artificielle. C'est là que je me distingue et que j'apporte une plus-value. Voilà. Passionnante, cette plus-value. Oui, donc tu es arrivé dans cette sphère d'intelligence artificielle bien avant le hype qu'on connaît depuis 2 ans où on parle que de ça. J'ai l'impression que tu as une vraie antériorité sur ce sujet. Absolument. J'ai donc connu les différents types d'intelligence artificielle, entre autres les systèmes experts. J'ai connu même l'intelligence artificielle dans les années 80 que l'on proposait, qui ont fait les pilotes automatiques dans les avions, qui ont fait ce qui permet d'avoir un certain recul, d'avoir vu non seulement la magie, mais d'avoir vu aussi à quoi elle servait, quels étaient les retours sur investissement qu'elles apportaient dans les entreprises et les cabinets, bien sûr, d'expertise. Ok. Donc, toi, comment est-ce que tu définis l'intelligence artificielle ? Alors je la définis comme étant les algorithmes qui effectuent des tâches que l'informatique traditionnelle, qui était basée sur une programmation manuelle, ne savait pas réaliser, tout simplement. C'est un progrès de l'informatique en général. Pour une part seulement, il faut savoir que les ordinateurs ont été conçus pour calculer et non pas pour raisonner. Raisonner, c'est appliquer des règles sur des données. Quand je fais un exercice de mathématiques à l'école, j'applique les règles du théorème sur le contexte de l'exercice qu'on me donne et donc je raisonne. Bon, eh bien cette partie-là, elle a toujours été écrite à la main par des programmeurs qui écrivaient de la programmation. Et en fait, elle se résume à 2 fonctions de programmation. La programmation conditionnelle, s'il se passe ceci, je fais cela, sinon je fais cela, et la programmation itérative, c'est-à-dire répétitive, où je fais des boucles avec mon logiciel. Et c'est ça qui permet de construire des arbres de décision. Eh bien, l'objectif initial, en tout cas de l'intelligence artificielle, c'était de supprimer la programmation par des êtres humains, par des programmeurs informatiques, et de le remplacer par une machine qui allait produire des algorithmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches en raisonnement. Au-delà, aujourd'hui, l'IA va plus loin que le raisonnement, mais c'est une grande partie de l'IA. D'accord. Et en tout cas, c'est celle qui concerne le plus les experts comptables. Ouais, d'accord. Ok. Et donc, à ce stade, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on en est où du déploiement de l'IA dans la profession ? Alors, on l'utilise et on l'utilise même depuis très longtemps, entre autres sur la reconnaissance des documents comptables. On l'utilise ce que j'appellerais du RPA, enfin c'est le terme officiel, Robot Processing Automation, c'est-à-dire en fait la capacité à automatiser des tâches répétitives. Et ça fait longtemps qu'on y travaille et ça fait longtemps qu'on apporte des solutions avant même que le buzz marketing soit là. Et puis, il y a aussi dans les cabinets des usages bureautiques. Usages bureautiques, je pense entre autres à l'IA générative.
on parle beaucoup de ChatGPT, mais je préfère qu'on parle de Mistral AI, parce que c'est une marque française avec des données qui sont plus sécurisées que ne peuvent l'être l'utilisation de produits américains pour des raisons de législation. Et là, on voit de plus en plus d'experts comptables qui utilisent. Est-ce qu'on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle l'auto-apprentissage pour faire de la statistique et de l'étude de tendance? Un petit peu. J'ai vu quelques cabinets qui se lançaient, mais ça reste timide parce que on reste sur une problématique de confidentialité des données des clients et deuxièmement, sur le fait que vous êtes une profession réglementée, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Ouais, tout à fait. OK. Et pour toi alors, c'est quoi les plus grandes potentialités pour les experts comptables de l'IA? Comment est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce que ça va pouvoir vraiment, tu vois, les révolutionner leur métier? Oui, le plus grand changement qui pourrait intervenir, c'est un changement de business model des experts comptables. J'ai connu, tout au départ, j'ai connu dans les années 80 le déploiement des premiers logiciels de comptabilité dans les cabinets comptables. J'ai donc connu l'époque où on faisait les bulletins de paye au crayon de papier, parce que le comptable, il avait deux choses, un crayon de papier et une gomme, et il avait des cahiers, des livres, en anglais on dit book, où il faisait la comptabilité des clients sur des cahiers, sur des grands cahiers. Et effectivement, à cette époque-là, quand on a proposé des solutions informatiques, ils ont été extrêmement effrayés. Ils se disaient, mais la balance est toujours équilibrée, on rentre une écriture, ils nous demandent la contrepartie, alors que 50% du travail d'un comptable avant les années 80, c'était d'équilibrer la balance. Et là, cette fonction disparaissait. Et donc, les gens me disaient, mais c'est terrible vos logiciels, on va nous remplacer. Et la réalité, c'est que 40 ans plus tard, il y a 40% de comptables en plus, que ce soit dans les entreprises, dans les cabinets, des experts comptables, en fonction des diplômes. On est à environ 40% d'augmentation. Mais la nature du travail a changé. Eh bien, donc le séisme, il y a eu un séisme dans la profession qui va se renouveler probablement avec l'IA, c'est-à-dire que la majorité du chiffre d'affaires dans les cabinets d'expertise, c'est la tenue de compte, et ce ne sera probablement, il faut toujours être prudent, mais plus le cas. Le changement de business model, un expert comptable va devenir un peu plus proche du métier d'un avocat ou d'un métier de conseil que du métier de tenue de compte, parce que effectivement, l'IA va permettre d'automatiser de certaines fonctions et ça va se cumuler effectivement en plus avec l'arrivée de la digitalisation de la facturation et l'arrivée de certaines banques en ligne qui deviennent agressifs sur le marché de la comptabilité et il ne faut pas les ignorer. Et comment c'est quoi du coup l'utilisation de l'IA au service du conseil? Comment ça s'articule les deux? Comment l'un sert l'autre? Tu vois, pour qu'on soit bien, Dans une profession réglementée, si je fais du conseil, il me faut connaître absolument la loi, les dispositifs, les mises à jour, tout ce qui existe sur une notion de conseil. Que ce soit un conseil fiscal, que ce soit un conseil de structure juridique, que ce soit... Et donc, à un moment donné, on va sortir des capacités du cerveau humain. On sait, on a parlé de raisonner tout à l'heure, on a dit que raisonner, c'était appliquer des règles sur des données. La réalité, c'est qu'on sait aussi que la plus grande limite du cerveau humain, c'est l'incapacité à raisonner sur plus de 7 points de données. Si je fais du conseil sur un sujet qui est complexe et que je veux aller au fond des choses, parce que le métier d'une profession réglementée doit aller au fond des choses, et que j'ai 15 ou 20 questions à poser aux clients, d'abord il me faut un guide pour m'aider à poser les questions, et le cerveau ne sera pas capable de raisonner sur plus de 7 réponses qui auront été fournies. Ça s'appelle la loi de Miller. La loi de Miller. Miller, M-I-2-L-E-R, pour ceux qui veulent fouiller ce dossier. Et c'est très important parce que ça veut dire que je vais avoir besoin, à l'avenir, pour faire du conseil, d'avoir un assistant. Et cet assistant, il ne peut pas être quelqu'un à côté de moi parce que ce sera un autre humain qui aura toujours la limite du cerveau humain, qui est de raisonner sur un maximum de 7 points de données. Mais effectivement, je vais avoir des assistants d'intelligence artificielle qui vont être capables, sans arbre de décision, de me poser des questions, de m'accompagner dans le questionnement du client et de raisonner sur les réponses, et qui ne vont pas me remplacer parce qu'effectivement, la machine a elle aussi des limites que l'on n'a toujours pas franchies à la date d'aujourd'hui.
Donc c'est le conseil qui prend racine dans un bon questionnement qu'on pourra faire avec l'IA. Oui, on peut considérer qu'un bon conseiller, c'est quelqu'un qui fait 3 choses. Le premier, il pose les bonnes questions. Oui, et penser qu'il écoute, non, il va écouter les réponses, mais un bon conseiller, c'est lui qui pose les bonnes questions. Le deuxième point, il va raisonner juste. Et là, l'IA est nécessaire parce que je vais avoir un grand nombre de questions à poser, donc un grand nombre de réponses sur lesquelles il va falloir que je raisonne et avec exactitude parce que je suis une profession réglementée. Mmh. Et la troisième chose, un bon conseiller, il va résumer la situation à son client. Il va lui faire un diagnostic, il va lui expliquer quels sont les risques de faire ou de ne pas faire, voilà, et quel est le retour sur investissement qu'il peut obtenir de telle ou telle mission. Et le troisième point, c'est des recommandations argumentées. Voilà, la machine ne va pas le remplacer, mais elle va préparer le terrain, elle va l'aider dans le questionnement, elle va l'aider dans le raisonnement, elle va lui dire il y a 2 ou 3 solutions qui sont possibles, mais elle ne pourra pas aller au bout de son schéma parce que la machine a aussi des limites. Alors c'est quoi les limites de cette machine? Aucun ordinateur, y compris les intelligences artificielles les plus sophistiquées de la date d'aujourd'hui, n'ont aucun bon sens. Bon sens. Un bon sens, c'est je suis en train de faire un bulletin de salaire et il me sort un bulletin de salaire à 400 €. La machine, elle a pas de problème. Vous sortez le bulletin de salaire à 400 €, c'est pas un problème, hein. Ah non, c'est peut-être que j'ai rentré une mauvaise donnée parce qu'il devrait toucher 4 000 €, le garçon. Voilà. Ouais, d'accord. Et le bon sens, c'est ce qui va me permettre de me relier à des faits, à des connaissances, à des expériences qui vont me faire dire que le résultat est probablement faux et qu'il y a une anomalie dans le résultat que m'a sorti la machine. OK. Voilà. OK. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai pris un exemple, certains me diront, il suffit de mettre une règle pour interdire un salaire à 400 € et puis voilà. Mais d'accord, mais j'ai pris un exemple simple. Mais le bon sens, c'est la plus grande valeur ajoutée qu'apporte un travailleur du savoir, un cadre dans une société et donc un comptable. Quand il fait la comptabilité, qu'il y a une anomalie, c'est peut-être une donnée qui a été d'entrée, qui a été mal saisie. OK. Deuxième qualité que les machines n'ont pas, c'est la créativité. Alors vous allez me dire: «Ah bah si, je peux créer des images avec, ChatGPT, Mistral et cetera. Je vais pouvoir créer des images et voilà». La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que ces outils d'IA ne sont pas capables d'inventer des choses nouvelles. Elles sont capables de faire de l'analyse de données et de la synthèse de données, mais elles se basent toujours sur l'apprentissage d'une base de données qui leur a été donnée en entrée, et donc elles ne vont pas créer au-delà de cette base de données. L'être humain va être capable de le faire. Alors, comment ça se matérialise? Parce que dans une profession réglementée, je ne vais pas effectivement créer de nouvelles règles puisque je suis dans une profession réglementée. Oui, mais on considère que la créativité dans l'entreprise, c'est essentiellement la gestion des imprévus. Et la gestion des imprévus, la machine ne sait pas faire ce pourquoi elle n'a pas été programmée, alors que l'être humain sait faire ceci. Voilà. Et donc, c'est le deuxième qualité que possède l'être humain et que ne possède pas la machine. Et la troisième, c'est l'empathie. L'empathie permet de comprendre les choses, permet de modérer une analyse, permet de nuancer un jugement, un diagnostic, une recommandation, et aucune machine ne possède d'empathie. Voilà donc les 3 qualités qui font que la machine n'a aucune chance à court terme, ou à moyen terme même, de remplacer l'être humain, et qu'il faut plutôt le considérer comme un collaborateur digital, comme un assistant, comme ce que moi j'appelle un COBO, collaborative robot, de l'être humain et du cadre et quel que soit du reste de la profession. OK. Donc je vois très, très bien ce bon sens, créativité, empathie, et ça, je trouve ça, vraiment clé pour, différencier ce que peut faire, l'IA et ce qu'elle ne peut pas faire, ce qui reste le talent finalement de l'humain. Moi, pour revenir juste au point d'avant, ce dont j'ai l'impression, c'est que cette manière dont tu présentes l'IA au service du conseil pour les cabinets, c'est qu'en fait, ça va permettre un formalisme beaucoup plus avancé d'émissions, de conseil. Est-ce que je me trompe? Oui, Est-ce que je me trompe? oui, un formaliste, je suis d'accord pour la partie Bah, je me formaliste, trompe pas. mais on y ajoutera peut-être aussi l'accompagnement. D'accord. C'est-à-dire la capacité à accompagner un jeune cadre du cabinet et à l'aider à faire des missions
avec la garantie qu'on aura une fiabilité dans la réponse, une exactitude, que l'on appelle une approche déterministe, et qui garantit effectivement une qualité de service que le client attend et est en droit d'attendre. Oui, parce que tu avais dit quelque chose de très fort aussi lors de ton intervention, c'est qu'à l'avenir, les cabinets qui, selon toi, n'utiliseraient pas l'IA pour aller vers ce type de mission seraient en défaut de conseil, si j'ai bien retenu, un des points de ton intervention. Absolument, et absolument, absolument. Ça veut dire que si, pour qualifier une situation, j'ai besoin de poser plus de 7 questions avant de dire à mon client: «Faites ceci ou faites cela, je vous conseille de faire ceci ou faites cela», et que je ne le fais pas, je suis en défaut de conseil. Et si je le fais, je sais que même si je le fais et que j'ai posé 15 ou 20 questions, j'ai bien noté les réponses et que je raisonne pour aboutir à une recommandation argumentée, comme le cerveau ne sait pas le faire, si je n'ai pas une machine pour m'aider, je suis en défaut de conseil. OK. Je l'ai expérimenté, je l'ai testé sur des cas réels avec des experts comptables qui ont bien voulu se prêter au jeu, et ils ont tous admis qu'effectivement, il était nécessaire d'avoir un assistant dans un monde qui devient de plus en plus complexe. Et c'est ça la différence avec le siècle dernier. Au siècle dernier, les législations n'étaient pas aussi importantes, le nombre de produits, le nombre de choix, tout était beaucoup plus simple. Et il était rare de devoir poser plus de 7 questions pour délivrer un conseil de qualité. Depuis le début du siècle, tout a été multiplié par 5. Le nombre de solutions, le nombre de questions, la législation, les cas pratiques, les exceptions, tout a été multiplié d'entre 5 et 10. Et de ce fait-là, eh bien, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un assistant. Finalement, ce que je dis est tout à fait de bon sens. Vous utilisez bien Excel quand vous voulez interpréter une grande masse de données, et vous dites pas ah non, mais moi je veux pas utiliser Excel, je veux le faire de mémoire. Bah non, vous savez que quand vous avez à traiter un grand nombre de chiffres, vous allez chercher avec Excel à faire des moyennes, à faire des sous-totaux. Et généralement, regardez bien votre fichier Excel, vous avez tendance à essayer intuitivement à ramener la situation de vos chiffres à moins de 7 chiffres que vous allez pouvoir interpréter pour pouvoir justifier votre décision ou pouvoir justifier votre recommandation au client. Ah, super intéressant. Et tu nous avais dit aussi une chose, qui m'a marquée, c'est qu'une profession réglementée comme l'expertise comptable ne pouvait pas s'appuyer sur une IA probabiliste, mais qu'elle devait aller vers une IA déterministe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, c'est la différence entre les 2? Est-ce que ça implique, en termes d'utilisation de quels outils, vers quoi on doit se tourner du coup? Oui, alors donc, effectivement, l'intelligence artificielle de première génération, on va dire, enfin, ou de deuxième génération, puisque la première génération était déterministe. La deuxième génération, ça a été le machine learning, dont on a parlé depuis 2013 jusqu'il y a 2 ans. On ne parlait que de machine learning, donc d'auto-apprentissage, était basé sur une base statistique. Voilà. Alors, la base statistique, c'est quoi? C'est le fait de dire, la machine va étudier une très grande quantité de données, une base de données, elle va être entraînée, elle va faire des corrélations entre les différentes données qu'on lui fournit, et à partir de là, elle va vous donner une réponse qui est la moyenne de ce qui est écrit dans la base de données. Le point, c'est, est-ce que la moyenne a raison? Est-ce que le fait que la majorité des clients résolvent leurs problèmes en faisant ceci ou cela, par exemple, on peut dire qu'il y a quelques années, la majorité des clients qui voulaient mettre une structure juridique au niveau de l'immobilier avaient une démarche qui était une démarche de faire des SCI. Est-ce que la SCI était la meilleure façon de structurer juridiquement des achats immobiliers? Beaucoup d'experts comptables vont dire, mais surtout pas. Il y a d'autres façons de le faire. Je peux faire une holding, je peux faire une société commerciale, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas, de mon humble point de vue, la raison, le fait que la moyenne des gens font ceci, moi j'appelle ça du mouton de Panurge. Et je me méfie des moutons de Panurge. Ça peut bien se passer, mais ça peut finir en bas de la falaise. Voilà. Et donc, l'IA statistique est une IA qui, dès l'origine, a été conçue pour étudier des tendances de marché.
des tendances d'évolution. Je veux faire, dans le monde industriel, de la maintenance prédictive. Je vais analyser les données de mes capteurs et je vais me dire, il y a une très forte probabilité qu'étant donné ce que je lis dans les capteurs, il y a telle pièce qui soit défectueuse dans les semaines qui viennent. Alors, je vais aller la changer ou je vais aller l'analyser. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était défectueuse. Ça veut dire que il est probable qu'elle soit défectueuse. Est-ce que je peux me permettre de faire ça dans une profession réglementée? Oui, à condition que je parle de tendance et analyser la tendance d'une trésorerie dans une société. Analyser et dire si la situation perdure telle qu'elle est, vous aurez un problème de trésorerie dans quelques mois et je peux même vous dire très précisément quand. Mais ce n'est que de la tendance. Dans le monde du conseil, je me base sur des faits qui existent, qui sont une structure, qui sont des faits, qui sont des choses qui sont arrivées, sur des données dont je dispose. Il ne s'agit pas de faire comme le mouton de Panurge et de faire ce que la moyenne des autres font. Il s'agit de faire ce qui est le mieux dans la situation du client, et c'est là qu'est l'approche dite déterministe. Alors déterministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est explicable, ça veut dire que c'est modifiable. Je vous rappelle que dans l'intelligence artificielle de type statistique, ce n'est pas modifiable. J'ai une boîte noire, je ne sais pas comment la machine a trouvé le résultat, et je sais que j'ai un taux d'erreur de 20 à 30%. Voilà, c'est ça que je sais, c'est notre expérience, c'est ce qu'on a vécu. Mais pour faire de la tendance sur de la prévision, du prédictif, on dit, j'ai pas de problème à avoir un taux d'erreur, puisque je sais que ce n'est qu'une prédiction. Mais à partir du moment où je fais une recommandation qui est « je vous conseille de créer une société en prenant telle structure juridique parce que vous m'avez dit ceci, m'avez dit cela », il faut que ce soit basé sur des faits qui peuvent être audités, qui peuvent être, et c'est ce qu'on appelle audité, explicable, réplicable et à volonté et compréhensible et modifiable si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on veut le modifier et qu'on puisse le faire. Et c'est ça qu'on appelle déterministe. En un mot, toute l'informatique depuis 70 ans a été basée sur cette approche dite déterministe. Excusez-moi, mais quand vous recevez votre relevé de banque, est-ce que vous prenez votre calculatrice pour vérifier si le solde est exact? Non. Bon. Et c'est parce que c'est de l'informatique déterministe. Eh bien, dans le conseil, les gens qui vont percer, les gens qui justement vont se distinguer, vont ceux qui vont comprendre que non, la réponse de ChatGPT ou de Mistral, ou de n'importe quelle intelligence artificielle qui est basée sur la moyenne des réponses des autres n'est pas la bonne réponse, n'est pas en tout cas la meilleure. Okay. Et donc la troisième intelligence artificielle dont on parle maintenant est une intelligence de ChatGPT et Mistral dont on vient de parler à l'instant. Elle est pire que statistique, elle est probabiliste. C'est-à-dire que la machine ne comprend ni la question ni la réponse et déduit le mot suivant en fonction des statistiques sur sa base de données. Mais c'est de la probabilité. Elle dit probablement le mot suivant devrait être celui-ci, et devrait être celui-ci, et devrait être celui-là. Et donc là, on ajoute une couche d'hallucination que l'on ne connaissait pas encore à une telle ampleur dans les systèmes. Néanmoins, ça a un bon usage bureautique. On peut utiliser ces outils-là à titre bureautique parce qu'il y a des gains de temps qui sont importants et donc il ne faut pas du tout les rejeter à condition d'être suffisamment qualifié pour, en relisant le document, trouver les erreurs qui sont dedans. Et il y en a régulièrement et en quantité abondante. Ok, donc aiguiser son esprit critique, du coup, on invite quand même à la prudence dans l'utilisation des outils d'IA génératifs du marché, qui sont en accès libre, etc. Et pour de l'IA... Pour deux raisons, ouais. du reste, Mistral le dit. Mistral dit, ne chargez pas de données confidentielles parce que mon système, il est en train de l'apprendre et il va le rediffuser. Vous chargez un document d'un client et le nom du client apparaît, eh bien, on retrouvera cette information et quelqu'un interrogera, dira, mais comment il peut savoir tout ce qu'il y avait dedans? Eh bien, quelqu'un au cabinet a chargé par malheur une liasse fiscale sur Mistral, eh bien la liasse fiscale fait partie de la propriété. Et il le spécifie ouvertement et clairement, et je reconnais que c'est mieux que des systèmes américains qui ne disent rien mais qui le font. Mais dans ces cas-là, on se tourne vers quels outils pour aller vers ce conseil? Vous avez des solutions si aujourd'hui un cabinet veut aller vers un type de mission de conseil en particulier, aiguiller son questionnement avec des questions exhaustives pour aller augmenter cette performance dans le questionnement et dans la formalisation. Il peut se tourner vers quoi comme type d'outil aujourd'hui? Il va se tourner... Alors, je conseille non pas de se tourner vers des types d'outils, mais
de revenir au bon sens, qui est de partir du problème. Voilà. Mmh. Arrêtons de parler des solutions et des solutions miracles. Partons du problème. Première chose, se poser la question de quel est le problème que je veux résoudre. Un. Mmh. Ou quelle est ma spécialité chez les experts comptables? Parce qu'il y a des experts comptables qui sont très pointus dans tel ou tel domaine et qui ont de l'or dans les mains. Il suffirait simplement, effectivement, de pouvoir le mettre dans un outil pour pouvoir utiliser cette IA, utiliser l'IA comme une base de connaissances dynamique sur la base de leur expertise. Donc, la première approche, c'est de se poser le problème. La deuxième, c'est si je veux aller vers une IA au service du conseil, dans ce cas-là, puisque c'est le sujet du jour, la première chose que je dois faire, c'est me poser, mettre sur papier quelles sont les bonnes questions à poser en fonction du profil du client. Effectivement, pour une même expertise, je peux avoir différents profils. Et donc, je vais travailler en fonction du profil du client, des clients, du marché que je veux adresser, et je vais poser sur le papier quelles sont les bonnes questions à se Mmh. poser. En fait, Mmh. la personne les connaît parce elle est spécialisée dans ce domaine, donc Mmh. elle a l'habitude. Et à partir de là, elle va poser des questions, elle va y réfléchir, elle va l'utiliser, elle va prendre son temps en clientèle, et à partir de là, elle sera capable de trouver des outils qui permettent de type Kobo, qui permettent effectivement de modéliser ces questions, d'aller modéliser son raisonnement, et c'est l'étape suivante qu'elle doit faire avant d'appeler, c'est la troisième, c'est quel est l'output, quel est le document que je veux que le client. Est-ce que Mmh. c'est une lettre de mission? Est-ce que c'est un plan d'accompagnement à la mission? Est-ce que c'est voilà, quel est le modèle? Est-ce que c'est le mettre effectivement sur le web et alors c'est plus un résumé de situation, un petit diagnostic et quelques recommandations? Tout dépend effectivement du problème que l'on veut résoudre, mais la démarche à faire avant de chercher l'outil, c'est de poser sur la table les questions à poser et de déterminer quel est le format du document final, qui soit visualisé sur le web, qui soit visualisé, qui soit un document que l'on envoie au client. C'est ça la bonne démarche à faire. Et après, de chercher quels sont les outils qui savent le faire. OK. Et effectivement, le 4 juillet dernier, tu nous avais présenté un outil, c'était pour, simuler un projet immobilier, je crois, d'un client et en quelques questions, tu assistais le client, enfin le cabinet avec cet outil, questionnait le client et en, je sais pas, une dizaine de questions sur la forme juridique, la taille du projet et cetera. On sortait une lettre de mission ensuite pour un projet immobilier. C'était assez impressionnant ce cas d'usage que tu nous montrais, vraiment, Voilà. Alors d'autres cabinets l'utilisent pour faire du diagnostic, mmh. diagnostic PME, diagnostic sur la transmission en cours, diagnostic sur le social. Est-ce que je suis bien prêt à un contrôle URSSAF? Voilà, Mmh. questionnement. La machine va faire un diagnostic, va dire vous êtes bon là, pas bon là, truc et machin. Voilà ce qui les croyances, c'est indispensable, il faut faire ça. Optionnellement, ce serait bien aussi de faire ceci. Et le cabinet après peut accompagner le client, mais il possède à ce moment-là un bilan social. La personne a répondu à un bilan social et honnêtement, ça a de la valeur parce que le client derrière, il comprend les risques d'avoir un contrôle, il comprend ce que ça peut lui coûter, il comprend que là, il n'est pas parfait, il a Mmh. une véritable proposition d'accompagnement et là, après, qu'il peut faire? La personne qui est en charge du social, si cette personne a le souhait et accepte d'aller chez les clients pour l'accompagner et mettre en place ce qu'il faut pour que le prochain contrôle se passe bien. Ça coûte très cher, un contrôle fiscal URSSAF. Eh bien, soyons prêts à l'anticiper et Mmh. à mettre en place ce qu'il faut. Mmh. OK. Il y avait, Stéphane Reynaud, qui est le directeur de la publication La Profession comptable qu'on a interrogé dans notre baromètre 2024 du CEG et qui nous disait sur l'IA que selon lui, elle allait devenir, élitaire, parce que, la diffusion, alors je cite ces mots, de l'IA va aller plus vite et bien plus en profondeur dans les cabinets qui auront les moyens de se les payer et qui auront levé des fonds pour cela. Je pense qu'à la veille de l'arrivée à maturité de l'IA dans la production, nous n'en sommes qu'au début de l'accroissement des coûts technologiques des cabinets. Cela créera ou renforcera de fait une fracture entre les grands et petits cabinets. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette idée. Stéphane évoque l'IA qu'il a effectivement probablement mieux côtoyé quand il a été sur des salons en Asie, où ils sont sur une base d'IA statistique. Et il faut savoir que l'IA statistique, c'est très cher.
L'IA statistique, c'est une IA où il faut construire des bases de données gigantesques et où effectivement des très grands cabinets internationaux sont capables de financer. Encore une fois, ils ont le problème que c'est une profession réglementée et je ne sais pas, en dehors du rêve des éditeurs de logiciels qui veulent vendre leurs solutions, des éditeurs de logiciels d'intelligence artificielle qui veulent vendre leurs solutions, je ne vois pas comment la statistique va vraiment s'intégrer de façon massive dans le métier des experts comptables. Et donc là, oui, c'est cher. Moi, l'IA dont je parle est une IA déterministe, et une IA déterministe, c'est pas cher. Les solutions, ça démarre à 10 000 euros sans aucun problème, et c'est pas du tout cher, c'est pas du tout les mêmes budgets. L'IA dont je parle et dans lequel je vois le plus de valeur dans le contexte du conseil, je parle bien dans le contexte du conseil, sont des IA qui se mettent en place en 2 mois, 3 mois maximum, et dont avec des budgets d'accès qui sont tout à fait raisonnables. Voilà. D'accord. Okay. Et je donnerai des exemples pour ceux qui veulent me contacter sur LinkedIn. Je leur donnerai des contacts et je leur montrerai même des sites internet d'experts comptables qui, de la même façon que certains postent sur LinkedIn, ont des newsletters, publient des posts régulièrement pour se faire connaître. Et ben eux, ils ont mis des diagnostics en ligne, etc. Et après, chaque expert peut adapter et le faire à sa façon parce que chacun veut effectivement être personnalisé. Et bien, je donnerai des références, il suffit de me contacter sur LinkedIn. Voilà. Ok, super. Est-ce que, avant qu'on finisse cet échange passionnant, John, tu aurais un dernier mot de la fin que tu aimerais donner sur ce sujet de l'IA au service du conseil pour l'expertise comptable? Est-ce que tu as une conclusion à nous faire? Oui, je pense que l'évolution du métier d'expertise comptable vers le conseil est une chance incroyable d'aller vers un métier de plus en plus noble. Je connais ce métier-là pour l'avoir étudié, pour l'avoir un tout petit peu pratiqué, mais c'est effectivement la tenue de compte. On peut faire plus fun que ça, que la tenue de compte. Et le problème numéro 1 des cabinets d'expertise comptable aujourd'hui, c'est recruter et retenir les équipes. Eh bien, en leur proposant un travail de plus en plus noble, de plus en plus orienté vers le conseil, on apporte de l'intérêt. C'est vraiment le conseil, c'est un travail noble, il faut y aller pas par pas et il faut commencer par des applications. Il faut pas tout de suite vouloir aller sur Mars et Jupiter, il faut rester sur Terre, avancer pas à pas et faire tout pour recruter et conserver ses meilleures ressources en interne. Super. Merci pour ce mot de la fin, merci pour notre discussion, John. Merci Marine, merci pour la qualité de cet échange et de tes questions et je te souhaite une belle journée. Qui n'était pas assisté par intelligence artificielle, je dois le dire. Merci John, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!